31 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet qui est porté ici à la connaissance du grand public. Ce projet agro-industriel va renforcer le développement de la filière manioc en Côte d'Ivoire. Nous voulons absolument développer du manioc, l'industrie du manioc, mais de manière industrielle. Je trouve que nous sommes en retard par rapport au Ghana, nous sommes en retard par rapport au Nigeria, nous avons de l'espace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les terres, il n'y en a que 300 hectares qui sont exploités sur les 5700. Si nous arrivons à mettre en place ce projet, il va pouvoir être dupliqué facilement. Production de 36 000 tonnes de farine de manioc et d'amidon par an. Fabrication de bioéthanol et de sacs en plastique à partir de manioc. La zone industrielle et les centaines d'hectares de plantations qui seront créés vont générer environ 1500 emplois selon les responsables du projet. Une nouvelle qui réjouit les habitants de la localité d'Assoumvoué, 190 km d'Abidjan, où sera implantée à la mi-2019 cette nouvelle zone industrielle. C'est un grand projet, c'est un projet de développement qui va vraiment développer notre village et qui va donner de l'emploi aussi à nos enfants, à nos parents, à tout le monde, pour que quand même tout le monde sorte de l'informel. Avec la mise en place de cette zone industrielle, les initiateurs entendent faire de la Côte d'Ivoire le premier pays africain dans la valorisation des produits dérivés du manioc. Koko, village de la sous-préfecture de Napié. Nous sommes dans la région du Poro. Comme bon nombre de localités du nord de la Côte d'Ivoire, les femmes amènent diverses activités pour leur autonomie, mais surtout pour soutenir la famille. Ici, à Koko, bienvenue dans l'univers de l'amande de karité, le diamant blanc. La cueillette et le ramassage des amandes sont l'affaire des femmes. On est venu ramasser le karité. Ça représente un sou pour nous les femmes. On est obligé de ramasser ça pour soutenir nos mains. On fait ça, on vend, on paye notre savon, notre popote, tout ça là. Une activité qui profite bien à tout le village tant que la femme supporte certaines dépenses liées à la charge de la famille. Les femmes, si elles vendent les grains de karité, qu'elles ont un moyen, ça leur évite d'aller peut-être demander au mari à chaque fois « paye-moi ceci » ou « paye-moi cela ». La recherche de la femme, c'est pour la famille, puisque la femme, vraiment en général, elle n'oublie jamais ses enfants et encore son mari. À partir de Koko, les amandes de karité vendues font le chemin jusqu'à Korogo. Pour sa transformation en beurre, un village fait figure d'étendard, Nassio Kobadara. Ici aussi, les femmes sont en première ligne. 90% des personnes qui exercent dans le secteur sont des femmes. La réception de l'amande, le lavage, le séchage, le premier passage à la machine, le tri, le deuxième passage à la machine et enfin la préparation jusqu'à l'obtention du beurre sont l'affaire des femmes. Et d'ailleurs, en la matière, le groupe Chigata jouit d'une bonne réputation. Depuis nos arrière-mamans, on ne sait même pas à quelle année est née la transformation de beurre de qualité ici. C'est ça qui a scolarisé nos enfants, après nos frères, nos grands frères, jusqu'à nous. Maintenant, c'est ce qu'on continue pour scolariser aussi nos enfants. On aide aussi nos maris à scolariser les enfants. En plus du beurre, les résidus de l'amande après la transformation sont récupérés ingénieusement par les femmes. Transformés, plus besoin de bois ou de charbon. Ces boules prennent la place. Ce que vous voyez dans cette main, c'est le déchet du beurre de karité. C'est-à-dire qu'après avoir malaxé et qu'on fasse sortir le beurre, c'est-à-dire la particule blanche qui sert à faire du beurre, on rejette ça. Mais c'est très précieux aussi dans le village. Au lieu d'aller couper les arbres, les femmes font des boules qu'elles utilisent donc pour faire du feu. Une fois transformé, le beurre de karité part sur différents marchés ivoiriens. Grossistes et détaillants s'approvisionnent aisément. Toutefois, le karité ivoirien veut franchir une nouvelle étape, gagner davantage des marchés à l'international. Mais avant, sa certification s'impose. L'Union des associations pour le développement des savanes, créée en 2010, dont les membres sont issus de familles qui exercent dans le karité, se fixe comme objectif de relever le défi. C'est pour nous une manière vraiment de nourrir donc, ces femmes et de faire connaître donc justement ce qu'elles font, c'est-à-dire le beurre de karité. D'abord même depuis le champ, le ramassage donc, du champ, comme les femmes de Koko.
à la production comme les femmes de Nature Kobadara. Nous avons donc un cabinet de certification qui va donc dire aux femmes qu'est-ce que c'est la certification, pourquoi la certification, comment entretenir la certification. Ils ont le soutien de la chefferie traditionnelle. Tous les cadres que tu vois de Nature, c'est Beurre Karité, c'est grâce à Beurre Karité. Donc tout le monde est derrière les femmes qui font de Beurre Karité, sauf ceux qui font des métiers. C'est grâce à nos cadres qui sont, comment on appelle, Abidjan, qui nous a aidés à annoncer partout, aux opérateurs qui viennent nous aider. Les commerçants espèrent également de nouveaux marchés porteurs avec une production annuelle qui vacille entre 150 000 et 300 000 tonnes. Si ça va en intérieur ou bien au pays du Blanc, partout, dans les autres pays, ça nous fait plaisir. Ça va bien marcher. Entre nous, là, ça ne marche pas. Le karité ivoirien, le diamant blanc, à l'épreuve de l'international. Pourquoi pas? L'univers de l'utilisation du karité est si vaste. Pharmacie, cosmétique, gastronomie. On y va donc. En attendant, la Harmattan se signale. Le karité ivoirien pourra donc servir contre la sécheresse de la peau. Une école de cybersécurité pour renforcer les capacités des États africains à lutter contre les cyberattaques, la diffusion de messages extrémistes et les groupes terroristes. La création de l'école avait été annoncée en 2017 en marge de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 5e édition vient de s'achever. La vocation régionale de cet établissement invite au renforcement de la coopération, seul moyen de prévenir et de réduire les cyberattaques par la définition et l'acquisition de la technologie, la prise appropriée pour protéger les informations stratégiques et favoriser le partage d'informations sur les groupes terroristes. Le nouvel établissement dispensera des enseignements en sécurité informatique, en cybercriminalité, en renseignement numérique et en cybergouvernance pour des membres des forces de l'ordre, de la justice et d'entreprises privées. Il vise aussi à renforcer la coopération franco-africaine de sécurité et de défense et à la création d'un pôle de référence en Afrique selon les autorités françaises. Les formations professionnelles internationales soutenues par la France porteront sur la gouvernance du cyber, la lutte contre la cybercriminalité, le renseignement numérique et bien sûr la sécurité informatique. L'école est provisoirement installée à Dakar dans les locaux de l'École nationale d'administration avant son prochain déménagement à Diamniadio, ville nouvelle en construction à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis 1 an, ces deux trentenaires ont tout lâché pour devenir van-lifers, c'est-à-dire qu'ils vivent en nomade dans un camion aménagé. Être en retrait, mais pas s'isoler pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio, il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature. Voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi des métro-boulot-dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais comme une mosaïque
hein, de présents différents chez les jeunes. Hein, on a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars.